Donc, quand tu es enfant, souvent tes parents t'inscrivent à une activité ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tu peux prendre des cours, apprendre un instrument ou rejoindre un sport, peu importe. Moi, personnellement, je suis à moitié coréen, donc j'étais destiné soit au taekwondo, soit au piano. Mes parents ont regardé mon petit cul dodu et ils ont dit « Ouais, non, tu vas faire du taekwondo ». Et en fait, je suis content qu'ils l'aient fait. Je me souviens que ça m'a appris beaucoup de bonnes leçons, comme la discipline, et en fait, je l'ai aussi utilisé concrètement dans la vraie vie. En me défendant contre Sam, une brute idiote, il m'a harcelé pendant des années lors des retraites d'église. Sam de Philly, si tu vois ça, je t'ai battu et je recommencerai. Ne viens pas m'embêter. Maintenant, j'enseigne la géographie sur YouTube. Comment ma vie a-t-elle pu finir ainsi ? Comme tous les Américains d'origine coréenne, j'ai aussi dû suivre le Hangarakyo, l'école coréenne, pour apprendre le coréen. J'étais bon en lecture et écriture, mais mauvais à l'oral. Genre, quand j'essayais de parler coréen, parfois quand ma mère me parlait en coréen, je ne comprenais rien et je faisais plein de fautes de grammaire. Donne-moi un mois pour progresser, de toute façon j'irai en Corée. Que ce soit intense ou banal, on finit tous par apprendre des compétences dans la vie. Mais dans certaines régions du monde, les gens développent des compétences qui dépassent les limites normales des capacités humaines. Et dans certains cas, ces compétences sont innées, ancrées dans leur sang. Parlons un peu de géographie. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbs, et oh là là Kisukizea, qu'avons-nous là ? Je porte un t-shirt et tiens une tasse Geography Now, disponible sur geographynow.com. Visitez le site. Nous avons de nombreux produits, sweatshirts, mugs, sacs à cordon. Prenez ce que vous voulez et faites-en bon usage. Je m'en fiche, mettez-le sur un âne, ce n'est pas ma vie mais la vôtre. Faites ce que vous voulez et comme je dis, vendre sa propre marque n'est pas se vendre. Aujourd'hui, je vais évoquer les personnes aux capacités accrues dans le monde. Nous avons tous vu des films ou séries de super-héros, et nous les connaissons tous, n'est-ce pas ? On se demande parfois, si j'avais un super pouvoir, lequel choisirais-je ? Eh bien, dans ce monde, en quelque sorte, il y a des personnes qui ont des capacités accrues. Je suppose qu'on peut dire, maintenant, voici la mise en garde. D'accord, ce n'est pas comme si les gens naissaient en tirant des lasers avec leurs yeux. Dans ce monde, d'accord, ce serait carrément génial, mais ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire ici, c'est que, avant tout, les humains partagent tous le même plan génétique. Vous savez, nous sommes tous la même espèce. Nous sommes tous des êtres humains, on est tous comme Kumbaya, tout ce genre de trucs. Mais parfois, selon l'environnement dans lequel vous vivez, vous pouvez en quelque sorte ajuster les réglages de votre génétique et modifier votre corps. C'est ainsi que cela se passe dans certains groupes à travers le monde. Et dans de rares cas, il arrive que certaines personnes naissent réellement avec un avantage génétique en fonction de leur environnement et de leur communauté. Les capacités accrues sont généralement classées en 3 catégories. L'adaptation à court terme, où quelqu'un peut s'entraîner et acquérir l'adaptation en quelques années. L'adaptation développementale. Ce sont des compétences qui ont pris toute une vie à se développer à mesure qu'une personne a grandi dans cette région. Et ensuite, il y a l'adaptation génétique. Partout dans le monde, les capacités humaines les plus extrêmes sont souvent la combinaison de ces 3 facteurs. Si vous étiez déposé dans ces communautés, pourriez-vous finir par vous entraîner à avoir les capacités accrues de ces personnes ? De manière générale, vous êtes physiquement capable d'améliorer votre corps pour vous adapter à certains environnements. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à mieux tolérer chaleur, froid, altitude, à améliorer vos poumons pour la respiration et gérer la déshydratation. Cependant, il existe un seuil que vous pourriez ne pas atteindre à l'âge adulte. Comme dans certains cas, les gens ont eu toute une vie pour s'adapter. Et si vous n'y avez pas grandi enfant, vous ne pourrez jamais vraiment rattraper le retard. Et dans de rares cas, un véritable avantage génétique entre en jeu. Par exemple, vous ne pouvez pas simplement vous donner une plus grande capacité pulmonaire ou des membres plus longs, à moins de les avoir déjà. Certaines choses ne peuvent être recréées par les adultes plus tard. En général, si vous n'êtes pas né ni grandi là-bas, vous aurez sûrement plus de difficultés que les locaux. C'est évident, c'est une évidence. Cela dit, je vais parler des personnes qui ont des capacités accrues selon les régions du monde, et je vais diviser cela en fonction des éléments. Comme dans Avatar, le dernier maître de l'air, tribu de l'eau, tribu du feu, etc. Je vais faire ça. Pourquoi ? Mon cerveau a besoin d'illustrations kitsch pour comprendre, d'où le style de mes vidéos. Bref, allons-y. Tout d'abord, les gens de l'eau, pour commencer, nous avons le peuple Bajau ou les nomades de la mer. Ils font partie de divers clans et tribus présents partout en Asie du Sud-Est. En gros, ces gens vivent toute leur vie sur l'eau, ils habitent dans des maisons sur pilotis ou sur des bateaux.
Et s'il y a un groupe de personnes qui incarnent totalement la définition même de peuple de l'eau, ce serait probablement eux. Ces personnes peuvent plonger à plus de 70 mètres de profondeur et retenir leur souffle jusqu'à 15 minutes sous l'eau. Ce sont aussi des pêcheurs hors pair, ils sont vraiment doués pour utiliser les harpons afin d'attraper leurs poissons. Et au sein de la communauté Bajau, beaucoup d'entre eux possèdent une variante génétique sur les gènes phosphodiesterase, un OA et BDKRB2. Cette variante génétique augmente la rate, permettant plus de globules rouges oxygénés et de meilleurs réflexes de plongée. Donc, ces personnes ont en fait un certain marqueur génétique qui leur donne un avantage pour être dans l'eau. Leurs cousins, les Moken, vivant au large du Myanmar et de la Thaïlande, forment aussi un groupe de nomades de la mer. Ces personnes ont en réalité une acuité visuelle sous-marine 2 fois supérieure à celle de la plupart des humains. Ils ont la capacité de contrôler la mise au point de leurs yeux et la contraction de leurs pupilles sous l'eau. En gros, ils peuvent te voir assez clairement sous l'eau, alors que pour la plupart des humains, c'est plutôt flou, tu vois. Sans lunettes de plongée, c'est comme... Et pour finir avec les peuples de l'eau, citons les Polynésiens. Beaucoup de personnes dans les communautés polynésiennes possèdent une variante du gène CREBRF, qui permet une capacité accrue à stocker les graisses pendant les périodes de pénurie. C'était très utile pour les anciens Polynésiens lorsqu'ils entreprenaient de longs et lointains voyages en mer. Parfois, ils restaient plusieurs jours sans rien à manger, coincés au milieu de l'océan. Donc en gros, ils sont capables de supporter la faim mieux que la plupart des gens. Malheureusement, cette variante génétique fait aussi que les gens deviennent facilement obèses s'ils ne vivent pas en période de pénurie. Mais pour ce que ça vaut, c'est un mécanisme de survie dans le corps. De plus, les anciens Polynésiens avaient une grande connaissance des motifs des vagues et des étoiles. Ils se fiaient également au vent et au comportement des oiseaux pour naviguer l'océan sans carte ni instrument. C'est comme si les anciens Polynésiens avaient une sorte de cartographie mentale et une capacité de perception sensorielle. Même les marins d'aujourd'hui se demandent comment c'est possible. Ils trouvent ça impossible. Ils étaient des casse-cous de l'océan, les Polynésiens puis la Terre. Au Mexique, le peuple Raramuri de la région de Tarahumara est connu pour ses coureurs. Cette tribu distincte est mondialement connue et célèbre pour son endurance presque illimitée. On sait qu'ils peuvent courir plus de 320 km d'une seule traite sans s'arrêter. Ils ont une course efficace sur 4 appuis, un régime riche en glucides complexes et une culture communautaire de la course à pied. C'est simplement ce avec quoi ils grandissent. En 2017, Maria Lorena Ramirez, 22 ans, a gagné un ultramarathon de 50 km. Elle portait sa jupe traditionnelle et seulement des sandales. Nike lui a proposé un sponsoring. Elle a dit « Non, vos chaussures me ralentiraient ». C'est la chose la plus badass qu'on puisse dire. Genre, elle a rembarré Nike en mode « Vous allez me ralentir ». Oh, cette femme est incroyable. À ce titre, nous nous tournons vers les peuples nilotiques, surtout les Kalenjin d'Afrique de l'Est, principalement au Kenya et aussi dans les pays voisins. Ce groupe de personnes dans les régions montagneuses d'Afrique de l'Est est connu pour avoir produit certains des coureurs de fond les plus élites au monde. Connus pour leur grande taille, minceur et membres longs, facilitant la dissipation de la chaleur. Ils ont un rapport masse corporelle élevé dans les jambes et bien sûr, ils grandissent dans des zones de haute altitude, ce qui améliore globalement la santé cardiovasculaire. Les peuples nilotiques Kalenjin d'Afrique de l'Est, c'est pour cela qu'ils sont connus. Beaucoup de personnes en Afrique centrale et dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest ont le trait drépanocytaire hémoglobine bêta dans leur génome. Cela les rend presque immunisés contre le paludisme, ce qui est très utile dans une région où il est courant. Ensuite, passons à la glace, allons dans l'Arctique, d'accord ? Alors tout d'abord, parlons des Inuits. Les Inuits comptent parmi les peuples les plus fascinants. J'en ai rencontré beaucoup et je les trouve vraiment impressionnants. J'ai rencontré une fille de 14 ans à Nuuk, au Groenland, qui m'a raconté avoir abattu un bœuf musqué pour nourrir sa famille, comme si c'était normal. C'était comme ça, ils sont simplement élevés différemment de toute façon, donc on sait tous qu'ils sont vraiment adaptés au froid, mais en réalité, c'est souvent quelque chose que l'on retrouve dans leur génétique. De nombreux Inuits ont une variante génétique affectant le métabolisme des graisses. FADI, groupe 1 et 2, ainsi que CPT1A. Ces variantes leur permettent de métaboliser les graisses plus vite, ce qui convient à leur alimentation riche en mammifères marins. Je n'ai jamais autant mangé de matak, ni de lard de baleine ou de narval, toutes espèces confondues. On s'y habitue, c'est très caoutchouteux, mais on finit par s'y faire. De plus, les Européens du Nord, en particulier ceux qui vivent le plus au nord, comme les Samis qu'on trouve dans les régions de Laponie. Certaines personnes des pays nordiques et du nord de la Russie. Ces personnes ont généralement une très grande tolérance au lactose grâce aux allèles persistants de la lactase, LCT, dans leur génétique. Cela est sans doute dû à leur forte dépendance aux produits laitiers pour survivre l'hiver.
Ce qui, en retour, explique pourquoi beaucoup d'entre eux ont peu de caries dentaires. Beaucoup d'entre eux possèdent également des voies liées aux récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysome dans leur génétique. Cela les aide à utiliser l'énergie dans le froid, ainsi qu'à faciliter la réponse de vasodilatation pour les mains et les pieds dans le froid. Les habitants du Grand Nord s'adaptent généralement à de longues périodes sans soleil, ce qui explique pourquoi ils ont une forte tolérance au lactose, car cela leur apporte de la vitamine D lorsqu'ils ne peuvent pas l'obtenir par la lumière du soleil. On pense que beaucoup d'habitants du Grand Nord ont plus de bâtonnets rétiniens, ce qui améliore leur vision en faible lumière. C'est comme avoir une meilleure vision la nuit. Très intéressant. Comparer les Inuits au peuple nordique du Grand Nord montre qu'ils ont chacun trouvé des adaptations différentes au froid extrême. L'un métabolise mieux les graisses, l'autre le lactose. Deux solutions différentes au même problème. C'est unique la façon dont les humains sont comme ça, tu sais. Enfin bref, passons à la suite. Maintenant, c'est l'heure de parler de l'air. Abordons d'abord les populations vivant en altitude, comme les Sherpas du Népal et du Tibet. Ces personnes habitent littéralement les zones les plus hautes du globe. L'oxygène est très rare ici. Pourtant, ils possèdent toujours beaucoup de force et d'endurance en haute altitude. Beaucoup de personnes ici possèdent une variante des gènes EPAS1 et EGN, ce qui leur permet d'utiliser l'oxygène plus efficacement et d'éviter une production excessive de globules rouges. Cela permet aussi à leur sang de rester naturellement plus fluide, afin d'éviter des problèmes comme les accidents vasculaires cérébraux. En gros, ils ont une grande tolérance à l'hypoxie et à l'épaississement du sang, ce qui les aide vraiment à supporter l'altitude élevée à cet égard. En traversant le monde jusqu'aux Andes, vous trouverez des peuples comme les Quechuas et les Aymaras vivant dans ces montagnes. Ces personnes ont une variante des gènes EGLN 1 et NOS2A provoquant plus d'hémoglobine, une cage thoracique et des poumons développés, ce qui leur permet de prospérer en haute altitude pauvre en oxygène. Je suis allé en Bolivie. Une fois, j'ai été à bout de souffle en 10 minutes à peine, simplement en essayant de marcher de mon hôtel jusqu'au magasin. Ces gens font du jogging et vivent normalement, comme s'ils étaient habitués. Deux chemins différents mènent à la même solution. Nous voici à la dernière catégorie, le feu. Parlons de la chaleur du désert. D'abord, parmi les peuples du désert, les plus célèbres figurent les Bédouins et les Touaregs. Dans le désert du Sahara et du Moyen-Orient, ces peuples ont acquis une forte tolérance à la chaleur après une vie exposée à ces conditions. Ils maîtrisent la transpiration et l'hydratation corporelle. Ces peuples peuvent prospérer dans des températures régulièrement supérieures à 45 degrés Celsius, soit 113 degrés Fahrenheit. Leur corps gère efficacement la transpiration et l'hydratation après une vie d'adaptation à la chaleur. De plus, beaucoup de Bédouins et de Touaregs possédèrent des compétences de navigation exceptionnelles, utilisant les dunes, la position des étoiles et la texture du sable pour déterminer leur direction. Une autre part de leur adaptation vient aussi de leur ingéniosité. Regardez, lors de mon voyage en Mauritanie, j'ai dû porter ceci. Ceci est un boubou, c'est ainsi qu'on l'appelle. Chaque homme en Mauritanie le porte. Voici les Khoisan et les San. Ils vivent principalement dans le désert du Kalahari. Ils sont un groupe ethnique unique en Afrique australe. Ce sont parmi les derniers véritables peuples chasseurs-cueilleurs à plein temps sur Terre. En plus de leur tolérance à la chaleur, ils ont aussi de grandes compétences en navigation et pistage. Leur pistage visuel et mémoire spatiale sont très développés. Ils lisent les plus petites traces pour suivre une proie plusieurs jours. Et oui, ce sont juste deux personnes, deux zones chaudes distinctes. Chacun a sa propre façon de trouver comment prospérer dans ces conditions. Feu incroyable. Voilà, des super-héros partout dans le monde et où les trouver. Je voulais juste faire cette vidéo parce que, je ne sais pas, les gens me fascinent, tu vois. C'est comme, je sais, j'ai tendance à me concentrer davantage sur les cartes et tout ça. Mais parfois, je me retrouve plus fasciné par le côté anthropologique de la géographie, tu vois. Parce que, tu sais, on ne peut pas avoir de géographie sans les gens. De toute façon, ce sont les gens qui composent ce monde. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si j'ai dit une erreur, corrigez-moi en commentaire. J'ai fait de mon mieux pour trouver tous les variants de gènes, mais je ne sais pas, c'est peut-être discutable. Enfin, pour ce que ça vaut. Je trouvais que c'était un sujet fascinant. J'espère que vous l'avez trouvé fascinant aussi. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il y a quelque chose que j'ai oublié, d'autres super-héros à travers le monde, peu importe comment vous voulez les appeler. J'espère que vous allez bien. À la prochaine, restez cool et à l'écoute.